Bonsoir tout le monde. Donc, je suis Françoise Pitra du collectif d'association Ensemble, nous sommes le 10e. Ensemble, nous sommes le 10e est un collectif d'associations qui existe depuis 29 ans dans cet arrondissement et qui organise tous les ans la saison interculturelle d'Ensemble, nous sommes le 10e. Chaque association propose sur un thème de l'année les animations, balades, projections, concerts qu'ils veulent organiser. Et on fait aussi une exposition dans le hall de la mairie. Voilà. Et donc cette année, le thème, c'était la transmission. Et donc la saison interculturelle s'est appelée Mémoire vers le futur. Et donc ce soir, c'est l'ACORT, l'Assemblée citoyenne des originaires de Turquie, qui a organisé cette soirée avec la médiathèque François Sagan, que nous remercions de nous accueillir toujours aussi bien et aussi agréablement dans cette belle salle. Et donc je passe d'ores et déjà la parole à... Voilà. Juste un petit mot de bienvenue à la médiathèque, bienvenue à Françoise Sagan, et c'est un grand plaisir de vous accueillir tous les ans, même si le programme prend de plus en plus d'ampleur et qu'on est du coup de plus en plus sur le pont. Bon, c'est une blague, on est vraiment très, très content de participer à ce festival de quartier qui est... Voilà, qui propose vraiment des événements très très intéressants. Donc on est ravis et je vous souhaite une bonne soirée. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Maïa Guven. Très heureuse d'être là ce soir à plusieurs titres. D'abord en tant que vice-présidente de l'ACORT, une association qui depuis 40 ans maintenant œuvre pour l'accès aux droits des populations immigrées et plus particulièrement des populations originaires de Turquie. J'imagine qu'un certain nombre d'entre vous connaissez déjà cette association, mais si ce n'est pas le cas, vous pouvez nous laisser vos coordonnées pour qu'on puisse effectivement vous tenir informés des actions que nous organisons régulièrement, qui sont d'ordre de mobilisation, de plaidoyer, mais aussi des actions culturelles et des actions plus festives également, comme les quinzaines de cinémature ou alors la petite Istanbul que nous fêtons tous les ans au mois de juin et qui est un moment important pour la vie du quartier. Alors je disais que la deuxième raison de ma satisfaction, c'est que je viens de lire cet ouvrage absolument génial d'Emmanuel Guven. Alors je le dis tout de suite, j'ai aucune part sur ce livre, mais je vais beaucoup le vanter au point que vous allez penser que j'ai un intérêt particulier. Mais on ne se connaît pas. On ne se connaît pas. C'est pas ma cousine, même éloignée. C'est pas ma cousine au sens turc du terme. Et encore moins kurde. Même pas. En tout cas, vraiment, c'est un ouvrage que j'ai lu vraiment avec beaucoup d'intérêt et on va en parler. Et c'est le troisième, Maïr. Vous avez écrit Le Grand Frère en 2017, Les Innocents en 2022, et puis maintenant celui-ci, Rien de personnel. Et alors, j'ai été impressionnée du nombre de prix que vous avez reçus. Je ne le savais pas, donc j'ai regardé. Alors, le prix Goncourt du premier roman, le prix Régine Desforges, le prix Première, le prix Ouest. Il y en a encore d'autres à venir. Ouais, le prix Oxford, non, pas Oxford, le prix Athéna, le prix du livre traduit du français en Turquie, j'ai oublié le nom du prix, Ahmed, je ne sais pas quoi, et d'autres prix. Le prix de la francophonie, c'était marrant parce que, effectivement, je suis francophone, mais normalement, le prix de la francophonie est donné à un auteur étranger qui écrit en français. Et c'est vrai que le premier roman, il était souvent rangé dans le rayon littérature turque dans les librairies françaises. Donc il y a eu une confusion. Bon, c'est bien, j'ai gagné 3 000 €. Alors c'est vrai que cet ouvrage, Rien de personnel, est à la fois très universel, très personnel et à la fois très politique, au sens de ce que ça vient bouleverser et questionner de la question publique aussi. Est-ce qu'il y a en vous, dans les 3 romans que vous avez écrits, la volonté toujours de lier le privé de manière aussi politique? Alors, des slogans féministes, le privé est politique. Alors, vous allez me répondre, ma vie est structurellement politique? Ma vie est structurellement politique.
Non, malheureusement, ma vie est structurellement politique. Moi, je suis né dans la politique, je suis un enfant de la politique. Sans la politique, je ne serais pas né en France, par exemple. Et en fait, c'est malgré moi. Parce que ça va vous paraître étrange, mais en même temps, moi, ça me saoule, la politique. Je dis même pas que je déteste pas la politique, mais je trouve que c'est du mauvais théâtre. Je veux dire par là, si aujourd'hui j'étais scénariste, je leur dirais, c'est pas bon, c'est tout le temps pareil, les comédiens sont mauvais. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que la politique, en plus, chez les réfugiés originaires de Turquie, il y a un syndrome politique. Et moi, j'ai mis longtemps à comprendre que ça m'a fatigué de regarder toute la vie à travers un prisme politique. Je me suis dit, il y a un moment, le soleil est beau, il y a un ciel bleu, et ça, c'est pas politique. Et donc, j'ai eu un rejet en moi. Un rejet. Et je pense que beaucoup de gens de ma famille ont compris sur le tard que moi, j'avais eu un rejet assez tôt, mais qu'eux aussi, à un moment, ils étaient épuisés de commenter, de s'énerver, de manifester, de je ne sais pas quoi. Et après, donc, ce qui reste de politique dans le livre, c'est quand même le regard critique sur la vie. Quand je dis critique, c'est... Moi, j'essaie d'avoir un regard critique plutôt joyeux. Ce que je veux dire par là, c'est que je trouve que c'est facile de critiquer en étant dans la critique négative. Mais par contre, essayer d'être dans la critique constructive, de dire, bon, ok, certes, c'est compliqué, mais il y a aussi ça qui est bien, etc. Ça apporte quelque chose. Et c'est pour ça que j'ai mis du temps. Par exemple, le premier roman, ça m'a pris beaucoup de temps d'essayer d'avoir un personnage qui est en même temps dans l'aigreur, mais en même temps qui est assez joyeux, et qui est dans cette ambivalence, parce que je crois que la vie est comme ça. Récemment, j'ai quelqu'un qui me disait, ah oui, mais lui, à sa place, je me suiciderais. Je lui dis, bah non, tu vois, c'est ce que tu vois de lui, mais il doit avoir quand même des points d'accroche dans la vie, sinon, oui, il aurait sauté du balcon. Et donc, je crois qu'il y a toujours un peu ça. Donc, malheureusement, l'histoire de la Turquie fait qu'on a entendu parler de beaucoup de drames et tout. Et moi, j'essaye, en tant que romancier, de me dire, ok, dans le drame, est-ce qu'il n'y a pas des moments de joie? Et ça, pour l'illustrer, par exemple, dans le poème de Nazım Hikmet Beniçeli Düştüğümden beri, qui raconte ses 10 années de prison dans un poème, il y a des moments de joie quand il parle de son collègue en prison, qui raconte ses conneries, puis machin chouette. Donc c'est à ça que j'essaie de m'attacher. Voilà, pardon pour la réponse longue. Et on le sent effectivement, c'est un roman qui a une écriture assez incisive par moments, très douce dans d'autres moments, drôle aussi, on rigole. Et il y a beaucoup de nuances, mais j'ai senti aussi peut-être un moment qu'il y avait quand même, on se contient quand même de dire certaines choses. Ah, t'es obligé, enfin je veux dire, un roman, tu fais ce que tu veux. À partir du moment où tu parles de toi, on est quand même en France, hein, et quand tu es originaire de Turquie, tu es bien placé pour le comprendre. Je veux dire, le nationalisme français, il est costaud. Donc à partir du moment où, ne serait-ce que tu le grattes avec ton ongle, je parle même pas d'un compas ni même d'un ciseau, tu t'exposes. Et donc moi, j'avais pas trop non plus envie de laisser chez les gens se cultiver le sentiment que, ah regardez, encore ils se plaignent, blablabli, blablabla, etc. Et ça vient de mon éducation également. Mais c'est vrai que je voulais... En fait, j'ai l'impression que le discours antiraciste standard, qui est que on crie, on conteste, en fait, il n'a plus aucune prise. Et donc je me suis dit, bon, est-ce qu'on peut inventer autre chose un peu de nouveau? Et c'est pour ça que j'ai essayé d'aller sur des terrains où... pour un peu essayer d'apporter des choses nouvelles, quoi, en me disant comment on désarme les gens avec un sourire, et c'est très très efficace, par exemple. Et ça, par exemple, les femmes ont très bien su le faire très longtemps, et même aujourd'hui, d'ailleurs, les gens crient, ouais, les féministes radicales, moi je trouve que ça va, hein. Enfin, franchement, non, mais il y a pire, quoi. On n'est pas en Syrie avec des tanks à se cacher, quoi, ça va. Alors, il est contenu, mais à la fois vous dites beaucoup de choses, mais qu'est-ce qui a été le déclencheur de ce troisième livre? La naissance de ma fille. Parce qu'en fait, alors je ne sais pas si c'est la même chose pour les autres communautés immigrées, mais c'est vrai que chez nous qui étions réfugiés, on a grandi dans le mythe de l'éternel retour. Ce que je veux dire par là, c'est que on vit ici, on respire ici, on paye des impôts ici, on a des histoires d'amour ici, on travaille ici, on étudie ici, mais il y a toujours cette petite musique qui fait dire qu'un jour on rentrera. Et en fait, un jour, il n'arrive jamais. Et peut-être que le sentiment de comprendre qu'on est d'ici, c'est quand ma fille est née. Et ça pour toute la famille. C'est-à-dire ma mère, moi, ma soeur,
Bon, ma fille, elle n'a pas encore conscience de tout ça, mais le fait est que je me suis dit, ok, en fait, cet enfant, maintenant, il a un héritage qui vient de Turquie. Moi, je suis enfant d'immigrés binational, mais lui, c'est un enfant qui a un héritage. Et quand on va lui raconter des histoires du village, d'Istanbul, machin, elle va se dire, ok, c'est loin tout ça. Ou elle va trouver ça très sympathique, elle va essayer de vouloir recoller à ça, mais tout ça, il y aura quelque chose de faux. Enfin, pas de faux, mais en tout cas, ça ne sera pas du charnel au sens où elle ne sera pas lever les fesses avec une bouteille d'eau au village, quoi. Tu vois. Et donc peut-être qu'elle racontera à ses amis bobos à Paris en disant oui, mon père il m'a emmené au village nanani pour faire chic, mais ça sera faux. Et donc c'est né là en me disant ok, qu'est-ce qui s'est passé entre 1924 et 2022, 2022-2023, où ma mère racontait, elle me dit quand elle arrive en France à 27 ans, l'un des trucs elle voulait goûter le camembert. Elle disait il y avait plusieurs choses célèbres en France, il y avait Alain Delon, la Tour Eiffel et le camembert. Elle me dit, la Tour Eiffel, j'avais peur, Alain Delon, j'aurais bien voulu, mais il n'était pas disponible, donc je suis allé au supermarché. Elle me dit, quand j'ai goûté le camembert, j'ai failli vomir en me disant, comment Brigitte Bardot peut manger ça? Et 40 ans après, ma mère, aujourd'hui, elle adore le camembert. C'est quelqu'un qui défend le camembert, qui fait des toasts sucuk camembert. Sucuk, c'est un saucisson turc. Et donc je me dis, qu'est-ce qui se passe entre les deux? Quel est le mécanisme? Qu'est-ce qui fait que, par exemple, ma grand-mère, bon, elle est décédée à présent, mais elle disait à la fin, quand elle disait Bizim Memleket, notre bled, elle parlait pas de la France, elle parlait de Saint-Sébastien-sur-Loire. Elle disait Bizim Memleket, je sais pas quoi, les tomates poussent comme ci, comme ça. Donc il s'est passé quelque chose. Et c'est ni quelque chose d'imposé, c'est un processus naturel qui est lié au déracinement et à un nouvel enracinement. Et c'est ça que j'ai voulu raconter. Pardon pour la réponse longue, mais c'est un peu comme ça que je regardais, parce que, en fait, quand les gens me disaient, oui, vous, les Turcs, machin, je disais, mais moi, j'ai vécu en Turquie. Donc, quand les gens me disaient, les Turcs, je suis allé en Turquie, donc, par rapport à la Turquie, je suis pas turc. Voilà. Donc, il y a un moment, qu'est-ce qu'on est? Et donc, c'est un besoin de définition, si je veux un peu aller dans des vapeurs intellectuelles. Et à la fois, quand on a l'habitude de lire de la littérature sur les histoires d'immigration, on peut retrouver globalement des schémas assez similaires, mais j'ai trouvé que dans ce livre, il y avait quelque chose d'un peu différent. Je me suis reconnue qu'à chaque 2 pages. Ah, c'est bien. Oui, alors c'était très étonnant, parce que vous êtes un auteur, je suis une femme, donc l'identification à un témoignage du parcours d'un garçon immigré, ah, oui. Souvent par rapport au parcours des femmes immigrées, on avait fait une distinction, mais j'ai trouvé en fait que la force de l'imbriquement de la question sociale, du rural, de l'urbain, de la question de la migration, de la question de la place des femmes aussi, qui est prégnante dans ce livre, fait qu'il peut vraiment s'adresser à tout le monde en fait. Ah, c'est gentil. J'allais dire un truc intelligent, mais j'ai oublié parce que vous disiez un truc plus intelligent. Alors, je le dis d'autant plus que ça fait de nombreuses années que je ne lis plus des auteurs hommes parce qu'ils ne nous parlent pas toujours. Ah, les enfoirés. Alors, je vais dire une chose sur les hommes. C'est vrai que nous, enfin moi, je suis très bien placé pour en parler. J'ai grandi dans une maison où j'étais le seul mec et à qui on a répété toujours « Tu es Evin Adamo, tu es l'homme de la maison ». Et donc c'est vrai que je pense qu'on m'a fait grandir dans une surpropension à incarner un rôle masculin important. Ceci dit, j'ai appris à lire dans tous les non-dits, tous les trucs, ah non, je peux pas aller à la piscine, machin. Tout. Moi, à 12 ans, je savais ce que ça voulait dire, les migraines, des trucs. Donc tous les trucs féminins, j'ai été très initié, et donc peut-être que je suis plus sensible à ça, j'en sais rien, ou en tout cas, je vois qu'il y a une altérité, enfin j'avais une altérité qui était très proche de moi, et une altérité qui ne se taisait pas. Une altérité qui parlait, qui était l'altérité féminine avec 2 personnalités fortes, ma mère et ma grand-mère. Donc je sais pas, il me semblait que leur voix était importante à faire vivre également. Par ailleurs, c'est peut-être le fait que je sois éditeur, mais il me semble qu'on a inculqué aux immigrés le truc que leurs histoires sont toujours tristes. Toujours. Et donc en fait, il y a un mode narratif qui se répète, qui est regardez, nous, on a galéré, nanani, nanana, machin, mais tout le monde a galéré, mon vieux. Tu lis la littérature française, il y a 30 ans, il y a 70 ans, les Bretons à Paris, c'était dur. Et donc, au bout d'un moment, ce mode narratif, il est lassant. Donc, on en revient à ma première réponse. On disait comment je réveille tout ça et comment je mets du réenchantement dans notre vie, comment, en fait, j'ai envie de dire aux gens,
bon, bah, pas de chance pour toi, t'as pas grandi dans ma famille, tu vois. Et nous on a bien rigolé. Et j'avoue qu'on a vachement rigolé. Je dis ça parce que quand je compare à certaines familles de mes amis qui sont des gens très 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 aisés, enfin vraiment, si on se contentait d'avoir une lecture matérialiste, sociologique sur les dominants et les dominés, on se dirait, ah, mais eux, ils ont été beaucoup plus heureux que nous. Ben, en réalité, non, c'est des familles où il y a des non-dits, il y a des tabous, il y a des histoires d'inceste, il y a une pression sociale bourgeoise pour que les enfants réussissent à faire quelque chose. Nous, on a grandi dans le plus pur culte libéral à la turque où tu fais à peu près ce que tu veux, c'est-à-dire le mercredi, 7h30, 16h30, on regarde des dessins animés. Donc c'est un culte libéral, quoi. Il n'y a aucune obligation, il ne faut pas te voir, oui, oui, t'es le plus intelligent, ta soeur aussi, de toute manière vous serez président, tu vois. Donc c'est ça que je voulais raconter un peu, et que ma famille qui a des racines paysannes, en fait, elle a apporté ça, en fait, un espèce de truc défricheur où ce caractère très débrouillard et très commerçant qui existe en Turquie, et je pense que on s'est beaucoup amusé de ça. Vraiment de se dire, ma mère, bon, on n'a pas d'argent, venez, on vend des fleurs. Et puis elle va acheter des jonquilles, elle a fait des grands-mères, on vend des fleurs, et puis elle dit, ah bah, super, 10 000 francs, on va partir en vacances. Tu vois, un truc, et c'est très simple, quoi. Voilà. C'est simple et à la fois c'est deux portraits de femmes assez exceptionnels. Vous avez grandi tu as grandi dans un environnement féminin, mais pas n'importe lequel. Une grand-mère qui est un personnage en soi, qu'on a envie d'être à côté d'elle et qu'elle nous fasse ses blagues. Une mère qui est effectivement aussi exceptionnelle pour son époque, mais encore dans les revendications qu'elle porte pour elle, mais aussi pour toutes les femmes autour d'elle, et pas que les femmes de la communauté d'ailleurs, elle prend une place... ouais, c'est vrai. En fait, la caractéristique de ma mère et de ma grand-mère, fondamentale, c'est que ces deux femmes qui ont été veuves à 32-33 ans. Et exactement à la même configuration, et presque pour des raisons similaires, quoi. Mon grand-père maternel, donc c'est un agriculteur plutôt riche, même très riche, qui se fait arrêter par la police dans les années 60, mais pour rien du tout. Enfin, il a un contrôle d'identité, en descendant de son tracteur, il chute. Enfin, c'est juste après le coup d'état de 61. Donc il chute et puis il meurt d'un trauma crânien. Et ma mère a 5 ans, et le même cycle se reproduit pour ma mère 25 ans après, quand son mari se fait assassiner à Paris. Et donc et après ça, l'une et l'autre ne se sont jamais remariées. Enfin, si, ma mère, mais beaucoup plus tard. Et donc j'ai l'impression qu'elles ont eu ce truc de se dire comment on tient debout sans les hommes, et c'est quasiment devenu un sujet de moquerie, à tel point que, bon, il y avait ce truc, y compris chez des hommes turcs, communistes, gauchistes, idéalistes et tout, qui débarquaient à la maison pour des espèces de demandes de mariage déguisées, donc tout en métaphore, très à la turque, pour ne pas dire à l'ottomane, tu vois, voilà, ça serait bien, tu cuisines bien, nanani. Et puis ma mère, elle lui dit, mais il y a des restaurants. Et ma grand-mère qui se rajoute en disant, mais regarde, voilà, j'ai pas mis dans le livre, elle dit, regarde ton ventre, ils vont en vouloir. Et elle lui jette un magazine, elle dit, il y a des petites annonces. Et donc, elles avaient ce truc-là. Et donc, ma grand-mère, ce truc, je pense que ce qui lui a forgé son caractère, c'est qu'après le décès de son mari, elle a dû aller vivre chez son beau-père, une sorte de patriarche de la famille, et qui l'a quasiment réduite en esclavage pendant 15 ans. Donc, elle faisait tout à la maison. Ils lui ont pris ma tante, donc sa plus petite fille, qui est partie chez les sœurs de ma grand-mère. Donc ma grand-mère, elle a dû vivre face à cet homme, qui était un homme célèbre dans la région, très imposant, etc., et qui était très riche, et qui considérait ma grand-mère comme une pauvresse que son fils avait épousée. Et donc je pense que ça lui a forgé son caractère, et que, à mon avis, bon, si j'analyse avec un regard d'écrivain le parcours de ma mère, en fait, elle a voulu venger sa mère. Tout son truc psychanalytique de partir dans les révolutions, les trucs et tout, à mon avis, il vient de là, je peux en parler librement, elle n'est pas là. Elle me dirait, je suis pas d'accord et tout, mais je pense que ça vient de là. Parce que mon oncle a fait pareil, mais différemment. Lui, il s'est rebellé et tout, mais très très différemment. Mais ils ont eu le même geste de rébellion. Et donc, elles sont arrivées en France. Enfin, ma mère est arrivée en France, elle a perdu son mari, et ma grand-mère est venue aider sa fille, d'abord temporairement, puis le temporaire est devenu sédentaire. Et donc, ma grand-mère est devenue une vieille immigrée. Quelqu'un qui arrivait à 61 ans, donc qui ne parlait pas français, mais par contre qui savait lire et écrire. Et donc elle est allée au cours d'alphabétisation, mais où elle était très très à l'aise parce qu'elle savait lire et écrire. Donc on avait des scènes gaguesques, ou bon,
les gens sont plus ou moins au courant qu'il existe en Turquie une certaine forme de mépris vis-à-vis des gens du Maghreb et de l'Afrique encore pire. Et elle me disait, regarde la black là-bas. Ouais, c'est pas black, mais elle sait pas lire. Elle copie sur moi. Et donc moi j'avais 8 ans, j'étais assis à côté, et puis je regardais sur la feuille de l'autre, ça copiait pas du tout sur ma grand-mère, mais il y avait ce truc comme ça, d'espèce de scène de village. Voilà. Alors justement, vous parlez de la question linguistique, vous faites un plaidoyer très fort sur la nécessité de prendre en charge effectivement la question de la langue, en disant que sans cela, ce n'est pas possible presque de respecter la dignité des personnes dans un pays. Ouais, j'en suis persuadé. En fait, je veux dire, quand on s'intéresse à l'histoire politique des langues, on peut prendre le cas de la Turquie, mais d'autres pays, la Chine, etc. En fait, la langue, c'est un pouvoir d'émancipation pour les gens. Quand après la révolution turque, quand on insiste pour alphabétiser les campagnes, pour créer des écoles, pour créer une langue plus simple à apprendre, avec un alphabet plus simple, on passe en quelques années de 10% d'alphabétisation à 70%. Et le but, c'est l'autonomie des gens, c'est l'émancipation. Ça veut dire on peut lire un texte de loi, on peut faire appel à un avocat, ce qui est quand même la base d'un état de droit. Hein. C'est de savoir lire un code civil et de dire là, t'as pas le droit de me prendre mes terres, ni mes enfants, ni de m'amener au service militaire. Donc je veux dire, à partir de là, je sais que sur ce point-là, j'ai eu des critiques de grands penseurs, de sociologues et tout, contre le monolinguisme et tout, etc. Moi j'entends les observations théoriques et tout. Après, il y a le monde concret. Quand je vivais en Allemagne, je ne parlais pas allemand. Je veux dire, la vie elle est compliquée. Hein. Vous allez acheter des aspirines, vous savez pas, vous dites aspirine, le type il vous regarde, tu racontes quoi? Vous repartez avec des préservatifs. Non, c'est compliqué quoi. Et donc, ça, c'est pareil. Je suis allé chez le médecin, donc je voulais dire que j'avais mal là, mais il ne comprenait pas ce que je voulais dire. Et alors vous allez me dire, bah, les Allemands parlent anglais. Pas tous les Allemands, parce qu'il y a beaucoup d'Allemands de l'Est, ils ont appris le russe. Et malheureusement, je ne parle pas russe. Donc, et par ailleurs, dans la communauté turque, bon, nous, pour les gens d'origine turque ici, vous le savez très bien, les gens qui ne parlent pas français, ils sont soumis au bon vouloir de quelqu'un qui parle français, donc une sorte de douanier. Moi, j'ai très très bon souvenir dans les années 90. Celui qui était comptable ou avocat ou qui parlait de langue, bah, il était riche. Hein. Il était riche parce qu'il était situé à l'intersection, il pouvait marchander de la main-d'œuvre, des services. Je me souviens que les gens, par exemple, qui faisaient les dossiers pour les demandes de statut de réfugié, ils facturaient à l'époque plus 1500 francs pour écrire une lettre de 4 pages. Bah oui, si vous savez parler français, vous ne payez pas les 1500 francs. Et donc c'est tout un tas de petits trucs pratiques où j'ai vu en Allemagne, quand je vis en Allemagne, l'accueil des réfugiés syriens et les 2 milliards d'euros qui sont mis pour que les Syriens apprennent l'allemand. Et nous, on reste... Et c'est l'État qui le faisait. Moi, je dénigre pas le travail des associations en France, parce qu'il y a beaucoup de bénévoles et ils ont raison de le faire, mais on met 450 millions d'euros, et surtout, on a beaucoup de professeurs qui ne savent pas apprendre aux étrangers. Et donc, on perd du temps, on perd des moyens, on brise des vies aussi. Même si les gens restent pas en France, en fait, c'est même d'un point de vue nationaliste, les gens partent chez eux, ils partent avec le français, c'est un outil génial de soft power, enfin, je veux dire. Donc voilà, c'est pour ça que j'aime pas la politique, parce qu'ils ne réfléchissent pas, quoi. Ils font des tweets, Philippines, je sais pas quoi. On est dans un contexte d'autant plus compliqué. Vous parliez du Code civil, de la capacité à pouvoir le lire. On a un ministre de l'Intérieur qui remet en question même le droit. Oui, mais c'est Netflix, quoi. Parce que dans un an, on aura un autre. Oui, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, c'est du théâtre. C'est qu'il va trouver une nouvelle marotte. Et j'ai envie de le dire, même dans James Bond, on change de méchant à chaque épisode. Eux, les immigrés, mais plus personne n'y croit. On a compris. Moi, j'ai pas peur des immigrés. Hein. Je vais pas avoir peur de moi-même déjà, mais on a compris qu'il va rien se passer. Enfin, c'est ça que je voulais dire. Je me posais la question de savoir, on comprend bien dans le livre qu'il y a une stratégie de vouloir parler de la complexité de l'immigration, le beau aussi de ce qu'est l'immigration. Est-ce que vous pensez que dans le contexte dans lequel on est, c'est un ouvrage qui peut toucher au cœur de ceux qui ont voté Marine Le Pen? Je pense que beaucoup plus facilement que d'autres. Parce que, je pense que c'est une histoire de vie extrêmement simple. Et donc les gens sont en capacité de se projeter. Moi, au début, ce livre, c'était un livre théorique, épais, abscon, sur la notion d'identité en France. Et puis, je considérais que je n'avais pas assez travaillé, que je n'étais pas outillé intellectuellement pour pouvoir l'écrire.
là il faut que je travaille encore un an. Et donc l'éditrice a dit, mais fais quelque chose de plus simple, raconte l'histoire de ta famille avec des exemples, et sois subjectif, assume ta subjectivité, dis ce que tu penses, et les gens adhéreront, les gens n'adhéreront pas, mais en tout cas ils reconnaîtront, une certaine véracité dans ce que tu dis par l'expérience. Et donc je veux dire, pourquoi je vous dis ça? Parce que le premier livre, il y a un truc très très drôle. Il y a un homme qui met sur Twitter, je vote extrême droite, je suis sioniste, je ne suis pas quoi, mais j'ai adoré ce livre. J'ai écrit au mec, je lui ai dit, j'étais très touché, il faut quand même oser avouer publiquement tout ça. Je lui ai dit, mais pourquoi vous le précisez? Et il me dit, parce que c'est antinomique de s'intéresser à l'histoire d'un enfant qui part au djihad. Pourquoi pas? C'est par là que je veux dire, on peut accrocher les gens, je pense. Et à mon avis, l'idée, c'est pas de dire, il y a deux choses. Parler à l'extrême droite, c'est une chose. Parler à son électorat, c'est encore autre chose. Et parler à son électorat, faut pas oublier, hein, enfin, je veux dire, il y a des Allemands qui ont voté pour Hitler en 1933, puis 15 ans après, ils votaient pour Adenauer. Enfin, et c'était les mêmes, hein, ils n'ont pas disparu, donc quelqu'un leur a parlé. Et je dis pas que les gens ont tort ou raison, mais à un moment, c'est comme ça, il va falloir leur parler, parce que sinon, d'autres personnes leur parlent. Et moi, je pense qu'il faut occuper le terrain. Vraiment, c'est important. Voilà. Alors, j'aimerais lire justement un extrait à ce propos qui m'a beaucoup touchée. Sans doute par identification, mais aussi parce que j'y ai vu la possibilité de parler justement à ceux qui ne comprennent pas toujours. Alors, il est écrit « Importer une histoire, c'est participer au commun, c'est mettre une partie de son existence dans le grand récit qui s'écrit chaque jour dans la société d'accueil. Pour aimer la France, il faut que la France aime. Pour se sentir bien, il faut se sentir désiré, valorisé. La société doit permettre aux gens de monter dans sa tour. Sinon, faute de les aider à la consolider, ils en construiront une en face, vous boucheront la vue. Et quand il faudra mettre les mains dans le ciment pour sauver les fondations de votre vieil édifice, il n'y aura aucun bras pour aider. La société fonctionne comme le langage. En dépit de tout ce qu'affirment les prétendus défenseurs du français, une langue se renouvelle aussi par des apports extérieurs. Elle se forme au contact de la réalité, par la voix orale, avant d'être sacrée par l'écrit. L'anglais nous influence car il gouverne la réalité. Les langues et mots immigrés consignent une forme de réalité qui échappe parfois à la langue française. Alors, j'ai beaucoup aimé cette partie-là parce que c'est cette notion d'interculturalité dont on parle très peu, de moins en moins, peut-être au profit de l'interreligieux, je trouve, mais l'interculturalité, c'est cette définition-là, en fait, c'est donner aussi mutuellement à l'autre des choses pour s'aimer mutuellement et se rencontrer. Regardez, on a importé le sandwich le plus consommé en France, quoi. Non, mais je veux dire par là, le kebab, ça a répondu à un besoin, manger chaud, pas cher. Et je dis, je suis pas un grand défenseur, mais c'est un exemple bête, hein, mais je force le cliché volontairement. Oui, les gens apportent des choses. L'accordéon, il n'est pas apparu à Belleville, c'est des immigrés italiens qui l'ont apporté, les gens l'ont oublié. Le vin pétillant, le champagne, c'est les Allemands qui l'apportent. L'expression baragouiner, elle vient des immigrés de l'intérieur breton qui rentrent dans les bars, disent du pain, du vin, bar, gouine, et ça devient baragouiner. Donc en fait, la société, elle vit comme ça. Et les sociétés fermées, je n'énigre pas les nations premières dans les îles en Polynésie, mais on voit bien que le brassage, le mélange, l'échange fabrique du développement. Alors on aime, on n'aime pas, mais moi, j'aime bien où je vis. Je suis pas sûr que je serais très apte à vivre en Polynésie. Je suis pas sûr. Mais tout ce qui est le bassin méditerranéen, l'Europe, le nord de l'Afrique, en dessous du Sahara en Afrique, ce sont des terres où les gens bougent constamment. Et il n'y a aucun problème à raconter ça. Enfin, je veux dire, moi, ça me semble tout à fait naturel. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça paraît très innovant, alors que ça me paraît très très banal. Très 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 banal. Voilà. Et je suis sûr que si on fouillait, l'immigration turque et kurde a apporté d'autres trucs en France. Des choses qu'on ne sent pas, mais à mon avis, il y a des trucs qu'on a dû apporter, quoi. Voilà. Par exemple, on a relancé le secteur du bâtiment. Et le monde de la nuit maintenant. Oui. Alors, il y a toute une... Et la littérature. Il y a toute une partie de l'ouvrage où vous
vous racontez un petit peu votre vie d'enfant et d'adolescent, et ça, en tout cas pour les personnes qui ont vécu presque à cette même époque, il y a une forme de nostalgie parce qu'il y a cette interculturalité, on a des amis de toutes les nationalités, de toutes les origines qui se côtoient, ça semble se chatouiller, se faire quelques remarques limites qu'aujourd'hui on ne tolérerait plus, mais à l'époque ça passait parce qu'il n'y avait pas forcément ce niveau de prise de conscience ou de rejet de l'autre. C'est presque une nostalgie cette époque-là. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on est encore dans certains quartiers dans cela, ou dans d'autres petites villes comme dans laquelle vous étiez? Est-ce qu'on arrive encore à retrouver voilà, cette interculturalité? Non, non, la société a bougé. Enfin, en fait, on est plus on est dans l'hybridation maintenant. Je veux dire, si on filme les quartiers populaires et qu'on regarde ça avec les gens qui ont été adolescents, les gens de ma génération qui ont été adolescents, on est à côté de la plaque, parce qu'il y a une hybridation. Il y a une bourgeoisie des quartiers populaires à présent, avec une culture autonome, mais une culture bourgeoise qui domine les autres. Par exemple, les gens qui ont pas compris ce qu'a représenté les chichas, ça a tué les boîtes de nuit. Tous les gens qui ne pouvaient pas entrer en boîte de nuit allaient dans les chichas, au point que ça débordait de monde, et ils ont commencé à faire venir des chanteurs. Et puis après, les patrons de discothèques ont dit « Ah, bah, le Covid a tué les boîtes de nuit ». Non, c'est votre racisme qui a tué les boîtes de nuit. C'est le physio à l'entrée qui a tué les boîtes de nuit. Et parce que les autres ont inventé un modèle, un truc. Donc non, je pense que ça a bougé. Je pense que en fait, la réalité, c'est que la société est moins violente qu'avant. Par contre, du fait de la multiplication des médias, on voit plus ce qui dérange. Mais je pense que quand j'étais enfant, c'était plus dur. Il y avait des ratonnades. Nous, il y a des quartiers où on nous disait de ne pas aller la nuit, parce que dans les années 90, il y avait encore des skins. Donc on me disait traînez pas là-bas, il y a des meurtres, il y a des machins. Faut pas oublier que dans l'immigration turque et kurde dans les années 90, ça tirait encore, il y avait un poids de la mafia. Donc on nous disait de faire attention, dans les mariages il y avait de la sécurité. Donc moi je trouve que la société s'est apaisée. Par contre le sentiment d'insécurité il est très élevé, parce qu'on voit beaucoup de choses. Et après, quand je vous dis hybridation, enfin je veux dire... Maintenant, moi, je connais des gens qui ont issus de l'immigration, qui ont des arrière-petits-enfants en France. Et donc, bon, c'est plus du tout la même chose, quoi, parce que l'histoire que raconte le grand-père ou l'arrière-grand-père, c'est très, très, très loin, en fait. Et donc, il y a les gens sont français et développent une part de culture française qui est nouvelle, et que notre modèle national peine à embrasser. Parce qu'on est encore dans la gestion du bon grain et de l'ivraie, en disant ça c'est français, ça ce n'est pas français. C'est jamais exprimé comme ça, mais je pense que c'est pas du tout comme ça qu'il faut dire les choses. Tout ce qui est produit là, c'est de chez nous. Voilà, enfin, c'est comme ça. Il ne faut pas attendre qu'on célèbre Aya Nakamura au JO pour dire ah, j'ai une géniale française et tout. Là, tout le monde était au courant, elle était écoutée partout dans le monde. Enfin, il faut arrêter les conneries. Tu vois, enfin, des fois, il y a quand même un truc compliqué comme ça. Donc moi, maintenant, je m'énerve un peu. Avant j'ai fait la rondeur, Prince Florentin. Oui, il faut comprendre. Maintenant, je dis aux gens, t'es raciste. Des fois, je dis à ma femme, je dis t'es raciste. Je dis ça, mais c'est pas grave. Hein. Moi, j'assume que j'ai grandi dans une famille où il y avait une part de racisme. Pas de problème. Hein. Tout le monde est un peu raciste. Et tous les hommes sont misogynes. Et qu'ils le veuillent ou non, qu'ils vont faire des manifestations avec des panneaux violets et tout. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est un peu, toujours. Et il vaut mieux le reconnaître. Oui, après il faut travailler dessus. Ah bah oui, d'ailleurs pour travailler dessus, il faut le reconnaître. Absolument. Je trouve que ce qui est intéressant aussi dans tout ce récit, c'est les moments où vous voyagez, où vous partez de France, que ce soit en Allemagne ou en Turquie. Le fait de se déplacer et d'avoir un regard depuis un ailleurs apporte aussi énormément de choses à la compréhension de la France. Ouais, bah ça, c'est vrai que dès qu'on part, on comprend mieux la France. C'est très étrange, hein, mais c'est pareil. Moi, à force d'aller en Turquie, quand je revenais, je comprenais mieux la Turquie. Et donc le fait de bouger comme ça, c'est vrai qu'on comprend mieux. Je me rappelle très bien, la première fois que je suis arrivé en Angleterre, je suis resté 3 mois. Et donc je sors de la gare de St. Pancras, je rentre dans un Burger King. Et là, en 2005. Et là, je parle pas bien anglais. Et en fait, je vois un type de chez nous, mono-sourcil, barbe et tout. Je dis, ok, c'est un kurde, oui, c'est sûr. Et je lui dis bonjour en kurde et je lui parle en turc. Et il sourit, nanana, et il me dit, ouais, qu'est-ce que tu fous là? Et j'ai dit, je suis venu voir mon cousin, j'ai plus de crédit, est-ce que tu pourrais me prêter mon portable, je dois l'appeler?
Et là, je vois sur son badge, c'est marqué manager. Ça me fait un truc parce qu'en France, à l'époque, il n'y avait personne issu de l'immigration qui était manager dans un McDo ou un Quick. Burger King n'était pas encore en France. Et donc, là, j'ai pris conscience, j'ai dit, ah ouais, en France, on a encore, les immigrés, eux, ils font le ménage, quoi. Être manager, c'est un gros niveau, quoi. C'est très important. Et donc, le fait de voyager, c'est un exemple qui illustre ça, mais ça permet de prendre conscience des différences. Au même titre que quand je vais en Allemagne, ça me permet de comparer la socialisation des immigrés d'origine turque par rapport à la France, qui est encore très différente. On ne peut pas comparer les Maghrébins de France avec les Turcs d'Allemagne, c'est encore autre chose, il y a encore autre chose. Parce que la manière d'intégrer des Allemands est encore très différente de celle des Français. Moi, en Allemagne, on me disait souvent que j'étais turc. C'est marrant. Et puis ils ont des adjectifs, ils disent Turkdeutsche, Schwarzdeutsche, je sais pas quoi. Par contre, ça ne s'applique pas aux Français. Quand on était Français, on était pour la vie. Toi, t'es Français. Ça, on distingue. Donc on accepte d'intégrer les autres, mais il y a certains qu'on n'acceptait pas d'intégrer. Et voilà pour vous dire pour le voyage. Et pareil, par exemple en Turquie, pour moi, la famille de mon père qui est d'origine kurde, je crois que j'ai compris ce que ça voulait dire d'être kurde quand j'ai visité les régions kurdes. C'est là j'ai pigé, quand on voit les villages vidés, et là on comprend ce que les gens ont voulu dire, on comprend l'engagement politique. Avant ça, si on regarde la télé et qu'on voit les types tirer dans les montagnes, on reste dans le fantasme. À partir du moment où on voit la douleur, la souffrance, vous êtes dire avec qui on vous montre les balles sur les murs, les trucs, on vous raconte les gens qui sont morts des grèves de la faim et tout, là oui, vous prenez compte, vous vous dites, bon, il n'y a pas besoin d'être kurde, ni chinois, ni rien d'autre, quoi, vous êtes humain, vous vous dites qu'il y a un truc qui cloche, quoi, il y a un truc qui ne va pas. Donc le voyage permet ça, voilà. Le voyage, c'est aussi ce voyage interminable de l'immigration, de la migration, puisque ouais. Votre mère retourne vivre en Turquie. Oui. Et à un moment donné, dans le livre, vous elle a rencontré un mec sur Facebook. Et vous vous dites, mais ça ne s'arrêtera donc jamais, en fait. Ben non. En tout cas, nous, on a une famille, on regarde, on aura un problème, mais tous les 3-4 générations, ça se déplace. Et donc, soit à l'intérieur de la Turquie, soit, enfin, en tout cas, avant des régions de l'Empire ottoman. Donc, en fait, je me dis, de toute manière, on vit une période exceptionnelle en Europe où on n'a pas eu de guerre, en tout cas en Europe centrale, depuis 1945. Donc, il n'y a pas de raison de bouger pour le moment. Mais si un conflit arrivait, il est probable qu'il y aurait encore des grands mouvements et que les gens considérés comme étant des Français pas assez français, peut-être seront les premiers à être poussés à partir, quoi. Je ne sais pas si ma phrase était syntaxiquement correcte, mais on a compris. Il n'y a pas de douanier de la langue ici. Donc oui, non, mais j'ai ça en tête, quoi. Donc je sais pas, c'est peut-être le syndrome du réfugié, quoi. En tout cas, nous, on a longtemps eu peur de se faire virer, donc peut-être que c'est resté en nous, je sais pas. Voilà. Et justement sur la question, et ce sera ma dernière question pour laisser la salle peut-être échanger aussi, sur la question de la transmission, donc il y a cette grand-mère, cette mère assez exceptionnelle, et puis votre fille maintenant, et puis je ne vais pas faire spoiler les dernières phrases du livre, mais en tout cas moi je me suis dit, ah non quand même, il va pas faire ça, sur la question de la transmission de la langue, et si je vais spoiler, mais du coup je me demandais, est-ce qu'en laissant finalement ce livre, c'est pas quelque chose que d'emblée vous transmettez aussi? Bah oui, t'imaginais le cadeau. Moi, ma mère, elle m'a jamais raconté l'histoire de la famille de sa manière. Ma soeur n'est pas d'accord avec la moitié du texte, elle dit ça s'est pas passé comme ça et tout. Je lui dis écoute, ok, toi t'es ingénieur, moi je suis un expert d'écriture, en tout cas selon moi. La mémoire ment. Donc on peut avoir vécu la même scène, tu raconteras un truc, je raconterai un autre truc, je dis regarde ta tante et ta mère, on peut s'engueuler sur des points de détail du mariage de Raji Machin Chouette en 87. Donc tu vois bien qu'elle dit bon, ouais. C'est pour dire, moi ma fille elle a un truc sur lequel se reposer, c'est peut-être pas complet, peut-être qu'il faudra coller ça à des souvenirs, à des trucs, mais oui, je me suis dit au moins il y a quelque chose d'écrit, et je me disais plus tard, j'aimerais bien qu'elle sorte du fantasme, et qu'elle garde en elle l'énergie de son arrière-grand-mère, de sa grand-mère, et que quand elle me dit papa, j'ai pas trouvé de manteau chez qui habite, je dis oh écoute, va travailler, tu vois, c'est parce que nous on a gardé ça en nous, le travail, le truc,
Je sais que ma mère, par exemple, elle n'arrête pas de répéter aux gens travail, 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 donc ça paraît très de droite, et ma mère, elle dit, mais c'est très de gauche, travailler. C'est le contraire de la rente, quoi. Tu vis toi-même, tu produis, tu crées, et c'est très paysan aussi. Tu plantes, tu pousses, tu verses de l'eau, tu cherches du gré, c'est machin chouette, quoi. Donc oui, je voulais donner ça à ma fille, donc effectivement, à la fin, des amis m'ont dit, oui, il faut que tu lui apprennes le turc et tout. Et j'ai dit, mais j'ai pas autre chose à lui donner que la langue turque, en fait. C'est du temps d'investissement. Moi, j'essaie de lui parler turc, mais elle s'en fout, en fait. Elle ne comprend pas, elle dit non, non, non. Elle me regarde, elle dit, toi, t'es turc. Et j'ai dit, ok, toi, t'es Bruno Retailleau. Mais je veux dire, je pense que c'est peut-être le boulot de ma mère, ça, de transmettre ça. Parce que je suis peut-être pas le plus prompt à... Puis il y avait autre chose à lui transmettre. J'ai Nantes, là où on a grandi. Pour moi, c'est mes racines, en fait. C'est là où on m'a nourri. Et de raconter un vague village à Erzincan où on est allé une demi-fois sans rien comprendre, à 2400 mètres d'altitude. Voilà, quoi. Enfin, et plus personne de ma famille paternelle n'y fout les pieds. Donc c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre. Par contre, lui dire... à Istanbul, Chichli, c'est notre quartier, toute ta famille paternelle, en tout cas, a traîné dans ce quartier. Ici, ton grand-oncle Essette, il se faisait couper les cheveux. Là, ton père a gagné un match de foot. Ici, on a enterré machin chouette et tout. Oui, là, je trouve que c'est plus prégnant, parce que pour moi, il y a du charnel. Ou de dire, voilà, l'école maternelle de ta grand-mère, etc. Et plus tard, voilà l'école où ta grand-mère s'est rebellée parce que l'imam a fait des attouchements, machin. Là, on peut raconter des trucs charnels, quoi. Mais pas... moi, je veux pas être ça dans le fantasme. Voilà. Par contre, effectivement, il y a des trucs drôles, les insultes en turc. Je crois que ma fille, elle a compris. Ça la fait rire déjà. Voilà. Merci beaucoup et vraiment, je vous invite à lire cet ouvrage qui fait du bien. Vraiment. Eh ben, merci.